Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par OptiGestion en partenariat avec le Chinese Business Club. Alors pour rappel, le Chinese Business Club, c'est le premier club d'affaires franco-chinois avec plus de 100 sociétés membres et 12 réunions d'affaires par an à Paris. En attendant que tout le monde se connecte, je vais vous présenter nos intervenants de cette table ronde aujourd'hui, Chun-Yan Li, Jacques de Panis et Xavier Gérard. Chun-Yan Li, qui vit en France depuis 2003, elle est diplômée d'HEC et au-delà de sa société de conseil France-Chine, elle est l'auteur de plusieurs livres à succès, dont le dernier, Cyrano, Confucius et moi. Et je crois même savoir qu'elle a un projet de One Woman Show. En modérateur aujourd'hui avec moi, Éric Gérard. Donc on a moins d'une heure pour traiter le sujet du jour, la Chine, bientôt première puissance mondiale. Merci Harold. Un mot sur OptiGestion. Nous sommes une société de gestion de portefeuille créée depuis 1987. Nos principaux métiers sont la gestion privée et la gestion collective. Notre savoir-faire est le stock picking action internationale. Laissez-moi vous présenter Jacques de Panis, notre président. Ses domaines d'expertise sont la macroéconomie. Il est également notre gérant Action Europe. Xavier, notre vice-président, est en charge de la gestion OptiGest Monde. Ce sont des grandes valeurs de croissance dont les chiffres d'affaires s'établissent à plus 16% par an en moyenne. Nous nous félicitons, cher Harold, de ce partenariat. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Alors, première question pour Chun-Yan. La Chine, Chun-Yan, deviendra-t-elle bientôt la première puissance mondiale? Quand et pourquoi? Je réponds à la question 1 d'Eric. D'après les estimations de certains organismes comme la Banque mondiale ou le CEBR, la Chine pourrait devenir la première puissance mondiale d'ici 2028 ou 2030. En fait, si la Chine maintient un taux de croissance économique annuel d'environ 5,5%, la Chine pourrait tout à fait atteindre cet objectif. D'après les derniers indicateurs économiques, l'économie chinoise est sur la bonne voie. On voit déjà que la Chine a été la seule économie majeure du monde qui a affiché une croissance positive. Et puis, quand on regarde le dernier chiffre du PIB chinois, au premier trimestre de cette année, la croissance du PIB chinois a été 18,3%. On estime aussi que cette année, la Chine pourrait avoir un taux de croissance d'au moins 6%, voire jusqu'à 8%. D'ailleurs, cette année, l'échelle économique de la Chine a dépassé pour la première fois les 100 billions de yuan, soit 14,7 billions de dollars, représentant plus de 17% de l'économie mondiale et environ 70% de celle des États-Unis. Alors, pourquoi la Chine pourrait devenir la première puissance mondiale? Il y a plusieurs facteurs très positifs. Tout d'abord, il y a une planification stratégique de l'État. Surtout, il y a quelques mois, l'État chinois a défini le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social du pays. Donc, ce plan se focalise beaucoup sur l'innovation, le bien-être et la couverture sociale et l'économie verte, etc. Sachant qu'en Chine, quand le gouvernement chinois annonce un objectif, il faut l'atteindre. Donc, c'est un plan ambitieux mais réaliste. Et d'ailleurs, quand on regarde les détails, on voit qu'il y a des objectifs concrets. Par exemple, sur l'innovation, on envisage d'augmenter 7% de dépenses de recherche et développement par an. On veut aussi augmenter la valeur ajoutée de l'économie digitale, par exemple. On veut réduire vraiment la consommation d'énergie et les émissions de CO2 par unité de PIB, etc.
Ensuite, il y a quand même beaucoup d'opportunités qui sont présentes sur le marché chinois. Par exemple, il y a la consommation intérieure qui se développe très rapidement. La Chine est déjà devenue le deuxième plus grand marché de consommation au monde, avec environ 6,1 billions de ventes de biens de consommation en 2020. La Chine est aussi le premier marché de vente au détail en ligne. Et puis, le marché chinois du luxe croît aussi très rapidement. L'année dernière, on a eu une croissance d'environ 48% sur ce marché en Chine. Donc, les entreprises occidentales du luxe, y compris françaises, dépendent même de plus en plus du marché chinois. Et puis, il y a aussi toutes les activités du tourisme qui se développe déjà beaucoup à l'intérieur du pays. Lors des dernières vacances du début mai, on avait environ 230 millions de touristes à l'intérieur du pays. Et puis, il y a aussi un autre facteur très important, ce sont les secteurs autour de l'innovation et de la digitalisation. Il y a une vraie importance stratégique accordée à 5G, à l'intelligence artificielle, etc. Par exemple, en Chine, on a déjà installé plus de 800 000 stations 5G, soit près de 70% du volume mondial. La Chine veut aussi devenir le principal centre d'innovation en intelligence artificielle en 2030. Sachant qu'en décembre 2020, le nombre d'internautes chinois a déjà atteint 989 millions. Les Chinois ont souvent un esprit combatif face aux défis. Ils restent globalement plus optimistes par rapport au peuple dans les pays occidentaux. Donc ça, c'est un facteur qui peut beaucoup jouer. La Chine est exposée à un vieillissement inéluctable pour des raisons passées qui ont conduit à un faible taux de natalité. Aujourd'hui, le taux de fécondité est descendu à 1,3. Toutes choses restant égales par ailleurs, cela pourrait conduire à la fin du siècle à une population globale aux alentours de 750 millions d'habitants. Donc l'impact est considérable, le défi également. Simultanément, la Chine souhaite favoriser un meilleur épanouissement social de toute la population, ce qui va entraîner des dépenses sociales assez significatives. En effet, il faut se rappeler que nous aurons un taux entre actifs et inactifs qui sera un taux qui va se dégrader puisque le nombre d'actifs va se réduire. Financièrement, comment la Chine pourra-t-elle s'assurer de la compatibilité de ces deux objectifs? Il est vrai que le vieillissement de la population chinoise constitue un grand défi pour la croissance économique de la Chine dans les années à venir. Déjà, je pense qu'il faut comprendre pourquoi le taux de natalité a été si bas en Chine ces dernières années. Parce qu'en Chine, cela coûte très cher en fait, dans l'éducation des enfants et aussi pour élever des enfants. Aujourd'hui, les jeunes couples subissent beaucoup de pression, déjà par exemple pour acheter un appartement, ensuite pour s'occuper de leurs parents, parce que la structure familiale en Chine aujourd'hui, c'est souvent 4 parents, plus des grands-parents et puis plus des enfants. Donc ils sont obligés de beaucoup travailler et souvent ils n'ont pas assez de ressources. Donc déjà, les jeunes couples chinois n'ont pas profité pleinement de la politique de 2 enfants par couple mise en œuvre depuis quelques années. Donc pour moi, la question clé, c'est comment motiver les jeunes couples chinois à avoir plus d'enfants pour résoudre ce problème, après pour stimuler l'économie chinoise. Je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement chinois ait un accompagnement financier et social. Donc la question clé mentionnée par Jacques, c'est où on peut trouver l'argent pour cet accompagnement financier et social. Je pense que cela va dépendre en partie de la croissance économique de la Chine, ensuite de la répartition des ressources aussi.
Et dans le 14e plan quinquennal, on envisage quand même de continuer d'améliorer la couverture sociale, tout le système de bien-être. Donc, je pense que globalement, on va dans ce sens. Après, par exemple, sur le système de l'éducation des enfants ou sur le système de la retraite, on compte aussi lancer des réformes et trouver de nouvelles solutions en Chine. Donc, c'est une question très sérieuse qui se pose à tout le monde. Et en Chine, on va continuer de chercher des solutions. Mais c'est un grand défi à dépasser si la Chine veut devenir la première puissance mondiale économique. Chunyan, aujourd'hui, le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Qui plus est, comme vous le savez, la loi américaine pratique l'extraterritorialité, ce qui lui permet d'imposer le respect de sa loi à toute personne qui règle en dollars ou qui utilise certains circuits américains. Si la Chine envisageait de devenir monnaie de réserve de l'Asie dans un premier temps et peut-être à une échelle plus importante dans un deuxième temps, cela lui permettrait de s'affranchir de ces contraintes et de ne plus régler en dollars les échanges avec la plupart de ses partenaires commerciaux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les ambitions chinoises concernant le renminbi? Donc, aujourd'hui, le système monétaire américain est dominant pour les transactions internationales, pour le commerce international. Dans le contexte actuel, lié à la rivalité sino-américaine, pour la Chine, ce serait très bénéfique de pouvoir de continuer à internationaliser le RMB. La Chine veut non seulement devenir moins dépendante des technologies américaines, mais aussi elle veut devenir moins dépendante de ce système monétaire américain. Donc, moi, je vois cela comme quand même une tendance pour les années à venir. C'est surtout à cause de cette compétition entre les deux grandes puissances mondiales. Et cette compétition, elle est incontournable pour les années à venir. Chunyan, la Chine, depuis quelques mois, depuis un an, depuis la crise de la Covid, contrairement à la plupart des pays occidentaux, a su se montrer très modéré dans les injections de liquidités dans l'économie et dans l'effondrement des taux d'intérêt. Aujourd'hui, la Chine offre à 2 ans du 2,56%. Aux États-Unis, on offre du 0,15%. Donc la Chine offre 17 fois plus comme rendement. Qui plus est, si on regarde le comportement du yuan, du renminbi sur la distance, on s'aperçoit que ce comportement est tout à fait stable. Est-ce que ces résultats, qui sont tout à fait appréciables, ont été conçus pour favoriser l'attrait du renminbi pour les capitaux internationaux? C'est plutôt oui, parce que si le rendement de la dette publique proposé par l'État chinois est supérieur à celui dans d'autres pays occidentaux, il est logique que le gouvernement chinois veut renforcer l'attractivité du RMB. De plus, je pense que dans les années à venir, la Chine pourra importer plus de produits occidentaux et ce serait tout à fait bénéfique pour le pays de payer en RMB directement. Donc pour moi, la réponse est oui. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour parler alors sur une partie qui est plutôt le match des entreprises. En effet, si la Chine veut devenir la première puissance mondiale à l'horizon 2028-2030, et au-delà on a vu avec le 14e plan quinquennal des énormes efforts sur les infrastructures, sur les investissements, la politique monétaire, on en a parlé, il est bien évident que la Chine devra s'appuyer sur des champions nationaux. Alors je vous propose, puisque nous sortons de
la quinzaine Roland-Garros, où tout s'est très bien passé, de peut-être faire des comparatifs avec les sociétés américaines et peut-être, dans un premier temps, faire un petit flash en arrière, regarder sur 1990, sur les 50 premières capitalisations. Il y en avait 30 qui étaient américaines, il n'y avait pas de société chinoise. En l'an 2000, 30 sociétés américaines, une société chinoise. En 2010, 25 sociétés américaines, 7 sociétés chinoises. En 2020, 32 sociétés américaines, 8 sociétés chinoises. Donc évidemment, on peut peut-être anticiper que si la Chine devient première puissance mondiale à horizon 2028-2030, ce classement est appelé à évoluer, peut-être 20 et 20, on verra. Alors, ce que je vous propose, puisque c'était Roland-Garros, c'est peut-être de vous présenter des jeux 7 et match avec des situations à 2. Alors, la première situation, donc je vous présente les joueurs. Côté américain, Amazon, Facebook, Google et Chubb. Côté chinois, Alibaba, Tencent, Baidu, Aya. Alors, si on veut présenter très rapidement Amazon, Alibaba. Amazon, Alibaba, donc la situation, vous voyez que Amazon a été créé en 1994, Alibaba est plus récent, 1999, 5 ans plus tard. Sur la capitalisation, il y a un rapport de force de 3 fois la capitalisation en faveur de Amazon. Chiffre d'affaires 2021, 490 milliards pour Amazon, 100 milliards pour Alibaba. Donc un rapport de 1 à 5. L'EBITDA, 75 milliards pour Amazon, 12 milliards pour Alibaba. Nombre de salariés, 1 million, presque 300 000 pour Amazon, 250 000. En revanche, pour ce qui est du cash, au bilan, 73 milliards d'un côté, 109 milliards de l'autre. Sur la dynamique de l'entreprise, on fait le match. Donc le match, c'est la croissance est beaucoup plus forte chez Alibaba, 40% par rapport à 30% chez Amazon. Ça, c'est une moyenne annuelle sur les 5 dernières années, en intégrant 2021. Sur 2022, dans un an, on a une croissance pratiquement 2 fois plus forte chez Alibaba que chez Amazon. La marge de la société Alibaba est supérieure, ramenée au chiffre d'affaires, 22% contre 15% pour Amazon. La progression des d'EBITDA a été un peu meilleure chez Amazon grâce à AWS, qui est le pôle cloud, alors que le cloud chez Alibaba n'est toujours pas rentable. Donc la marge est un peu plus, la progression de la marge est plus faible sur la période pour Alibaba. Enfin, les multiples de valorisation, 21 fois la VE sur EBITDA pour Amazon, 18 fois dans le cas d'Alibaba. Donc je dirais sur ce match, plutôt un avantage pour Amazon à aujourd'hui. Il faudra qu'Alibaba, malgré sa puissance, rattrape Amazon pour permettre à la Chine d'être un des premiers acteurs à horizon 2028-2030. Ma question pour vous, Shunyan, est la suivante. Depuis le mois d'octobre, Alibaba a perdu 200 milliards de valorisation en bourse. Ça a été provoqué par 2 événements majeurs. Le premier, c'est le report de Ant Financial, qui était appelé à être une fintech très importante et qui a été encadrée et qui maintenant est encadrée comme le sont les banques en Chine. Le deuxième élément, c'est une action qui a été menée par le gouvernement avec une sanction financière à la clé qui a été assez marginale, 2,8 milliards, mais qui visait à s'assurer qu'il n'y ait pas de monopole ou de situation de trust concernant Alibaba. Donc la question qui intéresse tous nos auditeurs aujourd'hui, Shunyan, c'est de comprendre si cet exercice de régulation entre le gouvernement et les entreprises privées, alors même que les entreprises privées doivent se développer pour permettre à la Chine d'être la première puissance mondiale, cet exercice, selon vous, est-il appelé à se poursuivre et à quel rythme ?
l'histoire des entreprises privées en Chine est quand même assez récente. Avant le lancement de la réforme économique en Chine en 1978, il n'y avait que des sociétés d'État. Donc, d'un côté, les sociétés d'État ont été toujours privilégiées en termes d'accès au marché, d'avantages fiscaux, de prêts bancaires, etc. Mais d'un autre côté, les entreprises privées ont beaucoup contribué à l'économie chinoise. Elles ont créé beaucoup d'emplois, elles ont payé beaucoup d'impôts, elles sont aussi bien présentes sur le marché international, surtout pour certains d'entre elles, comme Huawei, Alibaba, etc. Donc, il y a le statut des sociétés d'État chinoises qui est intouchable. Mais d'un autre côté, si certaines entreprises privées se développent très rapidement jusqu'à dépasser les sociétés d'État, que faut-il faire? Je pense qu'il y a une certaine contradiction en fait dans l'attitude du gouvernement chinois. Si on intervient dans le développement ou dans certains cas des entreprises privées comme Alibaba Ant Financial, cela risque aussi de décourager les entreprises privées chinoises. Donc c'est une question très délicate et je ne pense pas qu'il y ait une solution parfaite en prenant en compte en fait cette spécificité de la relation entre les sociétés d'État et les entreprises privées en Chine. Donc, en même temps, il n'y a pas encore eu assez de régulation pour les entreprises privées en Chine. Donc, on est encore dans une phase de test, en fait. L'amende qu'on a demandée à Alibaba, finalement, n'est pas si lourde, en fait, quand on regarde le chiffre d'affaires de ce groupe. Donc, ce marché va continuer de se développer et le système de régulation va devenir plus mature. Donc, pour l'instant, sur le match 1-0 en faveur des États-Unis, voyons un deuxième duo, Paul, entre Facebook et Tencent, les deux étant les leaders des réseaux sociaux et de la monnaie digitale dans le cas de Tencent. Alors, la création de Tencent est antérieure à Facebook, de 6 années environ. Capitalisation, 930 milliards pour Facebook, un peu supérieure à celle de Tencent. Chiffre d'affaires assez proches l'un de l'autre, 115 contre 93. Au niveau de l'EBITDA, l'EBITDA est en faveur de Facebook, pratiquement du simple au double. Nombre de salariés un peu plus étoffé chez Tencent, il y a beaucoup plus d'activités, notamment l'activité financière. Position cash, plus favorable à Facebook. Donc pour l'instant, on va dire Facebook un peu plus riche. Par contre, Facebook a une croissance qui a été très forte depuis 5 ans. La progression de chiffre d'affaires attendue 2022, plus forte chez Facebook. L'EBITDA est plus rentable et plus élevé chez Facebook. La variation d'EBITDA en faveur de Facebook. Et aujourd'hui, Facebook a un ratio VE sur EBITDA plus favorable. Donc les Américains marquent un deuxième point dans cette compétition en faveur de Facebook. Troisième match, Alphabet versus Baidu. Les deux sont connus pour leur moteur de recherche, mais c'est des deux sociétés au monde qui dépensent le plus en R&D pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on la retrouvera dans l'automobile autonome, dans la gestion des énergies renouvelables, dans la gestion des batteries, etc. Vous allez la retrouver partout. Alors, le match entre Alphabet et Baidu, création à peu près en même temps, capitalisation 3 fois supérieure chez Alphabet par rapport à Baidu, chiffre d'affaires 195 milliards d'un côté, 128 milliards de l'autre. À l'EBITDA, on a un EBITDA qui est gigantesque chez Alphabet à 95 milliards versus Baidu. Le nombre de salariés est beaucoup plus important chez Alphabet pour l'instant que chez Baidu. Enfin, la position cash, eh bien, en faveur de Baidu, 160 milliards contre une position cash de 135 milliards chez Alphabet.
Et par contre, au niveau de la dynamique, là encore, on a un petit avantage de croissance chez Alphabet, un avantage de croissance de chiffre d'affaires chez Alphabet. L'EBITDA est 2 fois supérieur à celui de chez Baidu. Enfin, la variation des EBITDA est beaucoup plus importante chez Alphabet que chez Baidu. Et les multiples sont à peu près comparables. Donc, je donnerai de nouveau le match pour l'instant pour Alphabet par rapport à Baidu. Enfin, mon dernier match de la journée, dans le domaine de l'assurance. Donc, hein, on a balayé le e-commerce avec Amazon et Alibaba, on a balayé bien sûr les réseaux sociaux, on a balayé l'intelligence artificielle. Maintenant, on va parler de l'assurance et notamment la gestion des biens et des personnes et également de l'assurance vie. Alors, chez Chubb, on a une création de société très ancienne, une capitalisation qui est 2 fois moins importante que chez Aya, un chiffre d'affaires qui est environ 60%, 40%, pardon, inférieur à celui d'Aya. L'EBITDA est supérieur chez Aya, nombre de salariés un peu plus important chez Chubb et la position cash de chez Aya, 6 milliards. Donc là, Chubb étant l'un des plus gros acteurs cotés aux États-Unis, on a un avantage pour Aya. Aya qui, comme on l'a dit tout à l'heure, va participer de l'augmentation de pouvoir d'achat en Chine. Et donc là, le point, vous voyez la progression de chiffre d'affaires de Aya qui est 2 fois plus importante que celle de Chubb. Le chiffre d'affaires idem, la marge d'EBITDA est supérieure de 3 points, la variation d'EBITDA est à peu près 2 fois supérieure et le multiple est à peu près comparable à celui de Chubb, un peu plus cher pour Aya. Là, pour le coup, on donne le point à Aya. Donc, pour se résumer sur le match, eh bien, pour l'instant, on est pratiquement sur 3 points pour les États-Unis, 1 point pour la Chine. Donc la question, on en revient à la question de tout à l'heure. Voyons dans les 5 prochaines années à quelle vitesse vont se développer ces sociétés chinoises. Donc en synthèse, vous avez bien compris que chez Optigest, notamment Optigest Monde au sein de la SICAV, la partie asiatique et notamment l'émergence de la Chine est une très forte conviction. Nous avons actuellement investi environ sur 12 sociétés. Je vous en ai présenté 4 aujourd'hui. C'est un travail, nous sommes assez convaincus par les chiffres qui nous ont été présentés par Shunyan concernant la création de la Chine. Nous ne voulons pas être à l'écart de cet énorme développement, même si à court terme, le marché boursier a été moins favorable. Mais nous sommes investisseurs long terme. Et donc, rendez-vous en 2028 pour voir si les paris que nous faisons ont été payants. Merci à tous. Alors, c'est le temps venu des questions. On a reçu, vous avez posé beaucoup de questions pendant le webinaire. On ne pourra pas toutes les poser. On en a sélectionné quelques-unes. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, première question, l'Europe aurait-elle plus ou moins d'intérêt à collaborer avec la Chine, surtout face à la rivalité sino-américaine? L'Europe a tout à fait intérêt à collaborer avec la Chine. Il est vrai que l'Europe se trouve dans une situation très délicate entre les 2 grandes puissances mondiales, mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'intérêts mutuels entre la Chine et l'Europe sur le marché chinois. Il y a beaucoup de secteurs qui se développent très rapidement, comme dans la consommation, dans l'innovation, dans l'environnement, etc. Et en même temps, les entreprises européennes possèdent quand même beaucoup d'expertise pour mieux répondre aux besoins des Chinois. Donc, à la fin, je voudrais aussi souligner que l'approche occidentale, c'est souvent binaire. C'est si n'est pas blanc, c'est noir. Mais dans l'approche chinoise, noir, blanc et gris peuvent coexister. C'est dans ce sens-là où il est possible de chercher et de trouver des points communs malgré les différences. L'accord d'investissement Union européenne-Chine est actuellement suspendu. Pourra-t-il être signé, à votre avis? Cet accord d'investissement entre la Chine et l'Union européenne est actuellement suspendu pour des raisons politiques, en fait. Et je trouve que c'est vraiment dommage
parce qu'actuellement, on mélange les sujets économiques et politiques. Je pense que si les sujets de discussion ou de négociation entre les deux parties sont purement économiques, de toute façon, les Chinois sont assez pragmatiques. Je pense qu'on pourra trouver une solution. Mais si la dimension politique devient trop importante dans cet accord, cela rendra les choses beaucoup plus compliquées. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas très certaine, en fait, de l'avenir de cet accord. J'espère quand même que ce sera signé. Il est certain que la plupart des sociétés européennes, du fait de l'Europe, et non pas du fait de la Chine, sont souvent dans des situations économiques moins compétitives que leurs concurrents étrangers. Mais je pense qu'il y a peut-être une façon d'expliquer ça aux concurrents étrangers et de mettre en place les mesures qui permettent de placer et les sociétés européennes et les sociétés chinoises dans une véritable concurrence saine, sans que l'une ou l'autre soit normalement avantagée. Est-il encore intéressant d'investir sur le marché chinois pour une entreprise occidentale dans le contexte actuel? Je serais tenté de répondre qu'un investisseur étranger en Chine peut bénéficier de l'immensité du marché. En revanche, il est vrai que la compétitivité des produits fabriqués en Chine est une compétitivité qui devrait se dégrader dans les années qui viennent du fait de la hausse du niveau de vie chinois. De ce fait, je serais tenté de dire que pour accéder au pouvoir d'achat des Chinois, il est très intéressant, bien sûr, de s'implanter en Chine. En revanche, si on s'intéresse essentiellement à faire fabriquer en Chine pour exporter dans le reste du monde, il est vraisemblable que la situation n'est plus aussi bonne qu'elle pouvait l'être dans les précédentes décennies. Maintenant, il reste un point qui est toujours extrêmement délicat avec la Chine, c'est l'aspect réglementaire. Et je vais demander à Shunyan de peut-être nous en dire un peu plus. Ok. Donc, sur le côté réglementaire, le gouvernement chinois a annoncé il y a quelques mois qu'il voulait continuer d'améliorer l'environnement d'investissement en Chine. Par exemple, on a décidé de donner plus d'accès au marché aux entreprises étrangères dans le secteur automobile, par exemple, ou dans le secteur des services financiers, dans le cloud, etc. Donc, ça va continuer d'évoluer dans les années à venir. Après, le marché chinois, aujourd'hui, il est devenu plus compétitif. Ça, c'est sûr et certain. Surtout, les entreprises locales se développent très rapidement. Elles deviennent vraiment très, très fortes pour mieux comprendre les besoins des consommateurs chinois, pour s'adapter au marché chinois. Et en même temps, il y a aussi les consommateurs chinois qui deviennent plus matures et plus exigeants. Ils sont de plus en plus à la recherche des produits ou des services originaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est toujours intéressant d'aller sur le marché chinois, mais il faut y aller de façon avisée. L'image de la Chine s'est beaucoup dégradée en Occident depuis un certain temps et le soft power chinois reste encore faible à l'international. Cela peut-il constituer un frein à ce que la Chine devienne la première puissance mondiale dans les années à venir? Donc, on sait déjà que la Chine deviendra la première puissance économique probablement d'ici 2030. Mais sur le soft power, il y a encore un long chemin à parcourir. L'influence chinoise reste quand même assez faible en Occident, surtout si on la compare à l'influence américaine dans les pays occidentaux. Donc, c'est un grand défi pour la Chine si elle veut devenir une superpuissance mondiale, mais pas qu'une puissance mondiale. Un grand merci à nos trois intervenants du jour, Chun-Yan, Jacques et Xavier. Merci également à Eric, mon co-modérateur.
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez vous connecter sur optigestion.com ou chinesebusinessclub.fr et on vous dit à très bientôt. Merci.